Dans cette vidéo, je vais aborder la seconde partie du petit cycle de l'eau qui concerne l'assainissement des eaux usées. Les précisions qui me semblent importantes avant de commencer, les eaux en sortie de station d'épuration ne sont pas potables. Déjà, sachez que les réseaux de collecte des eaux usées ne sont pas les mêmes partout. On en distingue deux types, le premier, le réseau unitaire et le réseau séparatif. Dans le réseau unitaire, on collecte toutes les eaux, qu'elles soient usées ou pluviales. Ce système peu cher possède néanmoins des inconvénients, notamment une forte variation hydraulique lors de pluies et une dilution de la pollution. Le réseau séparatif sépare quant à lui les eaux usées des eaux pluviales, et bien qu'il soit plus cher, il permet d'avoir un débit constant dans le réseau et permet un meilleur traitement dans la station d'épuration. Et donc comme dans les réseaux d'adduction en eau potable, il peut aussi y avoir des fuites dans les réseaux d'eau usée, mais aussi des entrées d'eau claire parasites qui proviennent soit du sol, soit de la pluie et qui peuvent se mélanger aux eaux usées. Les stations d'épuration sont dimensionnées selon la charge polluante qu'elles reçoivent. Pour cela, on se base sur la notion d'équivalent habitant, ou EH, qui correspond au nombre de pièces principales de plus de 7 m² d'une maison. Ensuite, on a défini la charge polluante d'un équivalent habitant. Elle est de 60 g par jour de dBO5, et la dBO5 correspond à la demande biochimique en oxygène sous 5 jours, c'est-à-dire la quantité d'oxygène nécessaire pour dégrader la matière organique sous 5 jours. Et selon la taille des stations d'épuration, on préférera certains types de filières. Pour moins de 20 équivalents habitants, ce sont des filières vertes, et de 20 à 2000 équivalents habitants, on va utiliser des stations d'épuration classiques ou des lagunes, et pour plus de 2000 habitants, ce sera des stations classiques. Et donc pour expliquer le fonctionnement d'une station d'épuration, un petit schéma. Alors, toutes les stations d'épuration possèdent une étape de pré-traitement, avec les étapes de dessablage, dégrillage, déshuilage, visant à éliminer le plus de matière solide. Pour les stations classiques, autrement appelées stations à bout activé ou disques biologiques, les étapes de traitement sont les suivantes. Les eaux sont amenées dans un bassin d'aération avec des bactéries qui vont se nourrir de la pollution dissoute. Les eaux sont ensuite récupérées dans un clarificateur dans lequel coulent les boues qui, chargées en matière organique, servent pour l'épandage des terres agricoles. Les eaux claires sont récupérées en surface pour être ensuite rejetées dans le milieu naturel. Pour les stations utilisant le lagunage, les eaux vont séjourner dans différents bassins dans lesquels des bactéries et des végétaux vont permettre d'éliminer la pollution. Et enfin, les filières vertes, qui consistent en l'utilisation de filtres plantés de roseaux, et donc dans ces filtres, les roseaux vont se nourrir des nutriments contenus dans les eaux usées. L'eau traitée est ensuite évacuée vers le milieu naturel. Jusqu'à présent, ce que je vous ai présenté concerne l'assainissement collectif, et maintenant je vais vous présenter les systèmes de traitement les plus utilisés dans l'assainissement non collectif, qui concernent donc les personnes qui ne sont pas raccordées à un réseau de collecte des eaux usées. Donc la plus connue de ces techniques, c'est la fosse toutes eaux. Dans celle-ci, toutes les eaux issues du domicile séjournent assez longtemps pour que les boues et la pollution s'accumulent au fond. Les eaux traitées sont ensuite récupérées en surface pour être infiltrées dans le sol. La deuxième technique, ce sont les micro-stations d'épuration, qui fonctionnent avec une fosse toutes eaux et une filtration de l'eau, avant que les eaux usées ne soient elles aussi infiltrées dans le sol. Et la dernière technique, ce sont les filtres plantés de roseaux, qui fonctionnent de la même manière que ceux utilisés pour l'assainissement collectif. Alors on vous a souvent dit de ne pas jeter n'importe quoi dans les toilettes, et donc pour cela un petit tableau qui va vous présenter les objets et les substances qu'on retrouve le plus fréquemment dans les stations d'épuration, avec leurs conséquences et les solutions pour les éviter. La première catégorie concerne les produits hygiéniques, lingettes, lentilles de contact, etc., qui peuvent boucher le réseau de collecte, en plus d'entraîner une pollution aux microplastiques dans le milieu naturel. Et donc la solution la plus simple, c'est tout simplement de jeter ces objets-là dans les poubelles. Et donc pour information, le rouleau de papier toilette ne se désagrège pas dans le réseau d'eau usée. La seconde, ce sont les peintures, qui en plus de ne pas être traitées, tuent aussi les bactéries dans les bassins. Les stations d'épuration doivent alors être arrêtées pour laisser le temps aux bactéries de se redévelopper. Les peintures doivent donc être soit apportées en déchetterie, soit au centre technique municipal. Les médicaments ne sont pas traités par les stations d'épuration, et quand ils se retrouvent ingérés en trop grande quantité par des poissons, les mâles changent de sexe et deviennent des femelles. Cette pollution est tellement courante que des médicaments ont déjà été retrouvés dans des points de captage, en rivière et dans le sol. Et donc si votre médicament est périmé, rapportez-le en pharmacie plutôt que de le jeter. La litière pour chat se gonfle
avec l'eau et bouchent le réseau. La solution est encore une fois la plus simple, la poubelle. Les huiles et les graisses bougent très facilement le réseau. Pour information, à Londres, en 2017, ils ont extrait le plus gros fatberg du monde. Alors qu'est-ce que le fatberg? Alors en fait, il faut vous imaginer que la graisse dans le réseau va s'accumuler avec tout ce qui va passer à proximité. Et donc le fatberg, c'est un amas de graisse sur lequel s'est accumulé tout ce que l'on peut trouver dans les égouts. Je ne mettrai pas d'image pour éviter de choquer les plus sensibles, mais vous pouvez trouver facilement des images sur internet. Et ce fameux fatberg de Londres mesurait 250 mètres de long pour 130 tonnes. Pour éviter ce phénomène, il est préconisé aux restaurateurs d'installer un bac à graisse pour séparer les huiles et l'eau. Pour les particuliers, il faut rapporter ces huiles de vidange ou de cuisine en déchetterie. Et la dernière catégorie, c'est le lavage de voiture. Entre les produits de lavage et les hydrocarbures, vous créez un petit mélange chimique. Si vous possédez un réseau séparatif, ces eaux sont acheminées vers le réseau d'eau pluviale, qui sont ensuite rejetées directement dans un cours d'eau, sans traitement. Et même si votre commune dispose d'un réseau de collecte unitaire, ces deux pollutions sont très difficiles à traiter. Il est interdit de laver sa voiture à domicile. En effet, cela est passible d'une amende de 450 €. Et donc si vous souhaitez laver votre voiture, le mieux c'est d'aller dans une station de lavage à haute pression avec rouleau, qui sont équipés d'une station d'épuration, pour traiter ce genre de pollution. Et à titre de comparaison, un lavage haute pression consomme 50 à 60 litres d'eau, 200 litres avec un rouleau, contre 300 litres pour un lavage à domicile. Et donc pour résumer tout cela, ne jetez pas n'importe quoi dans vos toilettes.